Mes chers élèves, la séquence d'aujourd'hui s'intitule La réalisation de la carte paléogéographique du bassin de phosphate. Elle s'inscrit dans le cadre de l'étude des phénomènes géologiques externes. Cette séquence est d'une importance capitale car elle répond à l'objectif principal tracé au cours de notre premier chapitre, à savoir la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Mais avant même d'entamer cette séquence, il a été très recommandé de faire un rappel sur les conditions de sédimentation dans le bassin de phosphate. Le sujet de la précédente séquence, à savoir la détermination des conditions de sédimentation dans un milieu ancien, l'exemple d'un bassin de phosphate. Comme vous savez très bien, les bassins phosphatés sont des bassins sédimentaires riches en phosphate. Ces derniers sont des roches sédimentaires, mais qui diffèrent des autres types de roches sédimentaires par leurs caractéristiques pétrographiques, chimiques et fossilifères. En ce qui concerne les caractéristiques pétrographiques, donc l'analyse pétrographique des bassins phosphatés a montré que ces derniers contiennent trois types principaux de phosphate, à savoir le calcaire phosphaté, le silex phosphaté et le phosphate sableux ou granulaire. Ce dernier type est le plus répandu et exploité à l'échelle nationale. En ce qui concerne les caractéristiques chimiques, donc l'analyse de la composition chimique des phosphates a montré que ces derniers contiennent une très grande quantité en anhydride phosphorique, c'est-à-dire le P2O5, également appelé l'oxyde de phosphore. Cette même analyse a révélé la présence d'autres éléments, mais en trace, à l'exemple du fluor, le chlore, le barium, le zinc et d'autres éléments que je n'ai pas cités. En ce qui concerne les caractéristiques fossilifères, donc, comme vous savez très bien, les bassins phosphatés sont riches en fossiles dites de faciès, c'est-à-dire qui sont caractérisés par une répartition géographique qui est restreinte, mais une durée de vie qui est très longue. Elles permettent également de donner des informations sur les conditions et les milieux de sédimentation. Parmi ces fossiles, on peut citer à titre d'exemple les radiolaires, les lamellibranches, les gastéropodes, les algues calcaires, mais surtout, on a trouvé en très grande quantité des fossiles, des vertébrés marins, à l'exemple des poissons osseux, des reptiles marins et les requins. Donc, en se basant sur la nature et les caractéristiques des fossiles de faciès trouvés dans les roches phosphatées des gisements marocains, les géologues ont supposé que ces roches se sont formées dans des milieux marins de faible profondeur sous climat tropical ou subtropical, c'est-à-dire dans des eaux peu profondes, chaudes ou tempérées. En rapport avec cette hypothèse, trois théories ont été proposées pour expliquer l'origine des sédiments phosphatés, à savoir la théorie biolytique, la deuxième théorie c'est la théorie de l'origine minérale et la troisième théorie qui est la théorie moderne de Kazakov. En ce qui concerne la première théorie, à savoir la théorie biolytique, elle est également appelée la théorie de l'origine biologique. Cette théorie suggère que les phosphates retrouvés dans les bassins phosphatés ont des origines diverses. Ils proviennent soit de la décomposition de la matière organique des animaux marins, tués en très grand nombre à cause des variations dans les conditions de vie dans le milieu marin. Cette décomposition est accompagnée par la libération du phosphore qui se lie avec d'autres éléments pour former des minéraux phosphatés retrouvés dans les bassins de sédimentation. Ils peuvent également prévenir de la précipitation des phosphates par les micro-organismes et cette fois-ci, quelle que soit l'origine du phosphore. Pour la deuxième théorie, qui est la théorie de l'origine minérale. Donc cette théorie
également présume que les phosphates proviennent soit des écoulements et des gaz volcaniques marins ou même des eaux thermales sous-marines, comme ils peuvent provenir de l'altération et le lessivage de l'apatite, qui est un minéral riche en phosphore, mais se trouve en quantité notable dans les roches éruptives dans le milieu continental. La troisième théorie, c'est la théorie moderne de Kazakov. Elle est également appelée la théorie des courants ascendants. D'après cette théorie, la principale source du phosphore est l'apatite. Ce minéral se trouve en quantité notable dans les roches éruptives dans le milieu continental. Le phosphore minéral et d'autres éléments nutritifs sous forme de solutions et suspensions minérales sont transportés par les eaux courantes vers les eaux de mer. Un vent fort souffle à la surface de l'océan, pousse les eaux chaudes de surface riches en phosphore minéral vers le large. Et en présence de CO2, les carbonates et les phosphates de chaux sont dissous. Il se forme une solution de phosphate qui est transportée par les courants marins vers les eaux froides profondes. Par la suite, ces eaux froides riches en phosphore vont remonter vers le milieu le peu profond grâce à la présence des courants dits upwelling, également appelés des courants ascendants. À ce niveau-là, le phosphore entre dans le cycle biologique des phytoplanctons et zooplanctons et par la suite dans celui des autres espèces invertébrées ou vertébrées par l'intermédiaire des chaînes alimentaires et des réseaux trophiques. À la suite de la mort de ces êtres vivants, le phosphore va précipiter, donnant naissance aux roches phosphatées rencontrées dans ces bassins de sédimentation. Cette théorie a été prise en considération par les chercheurs afin de réaliser la carte paléogéographique du bassin de phosphate et qui sera le sujet de la présente séquence. Mais le problème posé, c'est que les premières tentatives de reconstitution de la paléogéographie des bassins phosphatés ont montré que les limites réelles de ces bassins échappent à l'observation. C'est pour cela que les géologues avaient recours aux études stratigraphiques et paléontologiques afin de tracer la carte paléogéographique de ces bassins. La question qui se pose, c'est comment peut-on exploiter les informations apportées par les études stratigraphiques et paléontologiques des sédiments phosphatés afin de pouvoir réaliser la carte paléogéographique des milieux de leur formation. Donc pour cela, on a fixé deux objectifs, à savoir la détermination de certaines caractéristiques stratigraphiques et paléontologique des roches phosphatées et par la suite la réalisation de la carte paléogéographique des bassins phosphatés marocains. On va prendre l'exemple du bassin du Nord. Donc le plan adopté sera formé de deux parties. Dans la première partie, on va s'intéresser à la détermination des caractéristiques stratigraphiques et paléontologiques des sédiments phosphatés dans le bassin du Nord. Et dans une deuxième partie, on va se concentrer sur la réalisation de la carte paléogéographique des bassins phosphatés marocains. Toujours, on va travailler sur le bassin du Nord. Donc, comme vous savez très bien, le bassin du Nord renferme les plus grands gisements de phosphate au monde. Son importance tient non seulement à sa vaste superficie, mais aussi aux teneurs élevées en phosphate que l'on y rencontre. Outre cet aspect économique, ces gisements sont aussi très étudiés d'un point de vue paléontologique, du fait de leur grande richesse en fossiles de vertébrés, essentiellement marins et d'invertébrés.
Donc, en ce qui concerne la répartition spatio-temporelle des sédiments phosphatés au sein du bassin du Nord. Donc, le bassin du Nord est formé par 3 types de gisements, à savoir le gisement de Ouled Abdoun qui se trouve à Khouribga, le deuxième gisement c'est celui de Gentour qui se trouve à Youssoufia, et un troisième gisement, il s'agit bien du gisement de Msqala qui se trouve à Chichaoua. La figure suivante montre les limites des sédiments phosphatés du bassin du Nord. Et comme vous voyez, les limites des dépôts phosphatés dans les bassins du Nord sont de 2 types. La première limite ici, qui est en rouge et qui coïncide avec les limites de l'érosion. Alors que la deuxième limite, en pointu, et qui représente les limites probables du domaine de la sédimentation phosphatée. Donc, comme vous voyez, d'après cette figure, il n'y a pas de limite réelle observable à l'œil nu, ce qui rend le traçage de la carte paléogéographique très difficile à réaliser. Par conséquent, les chercheurs ont recours à d'autres types d'études, à savoir l'étude stratigraphique et l'étude paléontologique, et grâce à ces études, vont pouvoir par la suite assurer la réalisation de cette fameuse carte paléogéographique du bassin du Nord. Pour mettre en évidence les caractéristiques stratigraphiques des roches phosphatées du bassin du Nord, on se base sur l'étude des colonnes stratigraphiques. Une colonne stratigraphique est définie comme étant un schéma qui représente la succession des couches sédimentaires dans une région donnée, sous forme d'une coupe verticale et qui prend en considération l'épaisseur de ces couches ainsi que leur position les unes par rapport aux autres, et ceci dans une période géologique bien définie. Donc, comme vous voyez, ici, il s'agit bien des colonnes stratigraphiques qui montrent la répartition des niveaux caractérisant les dépôts phosphatés selon les zones géologiques du bassin du Nord. Donc ici, on a 3 zones géologiques, à savoir la première colonne ou première zone, c'est celle de Khouribga, puis de Ben Guerir, et enfin la troisième zone géologique, c'est la zone de Youssoufia. Donc comme vous voyez ici, ces 3 colonnes stratigraphiques se caractérisent par la présence de 3 niveaux qui caractérisent les dépôts phosphatés dans ces régions, à savoir le niveau calcaire, le niveau de silex et le troisième niveau qui est en couleur orange qui représente le niveau des phosphates. On remarque également que l'épaisseur de ces niveaux varie d'une colonne à une autre, mais ils se déposent tous dans la même période géologique. En ce qui concerne la période de dépôt, donc comme vous voyez dans cette figure, les phosphates du Maroc ont été déposés sur une période allant du Crétacé, c'est-à-dire l'étage du Maastrichtien à environ 80 millions d'années, jusqu'au début de l'Éocène inférieur, qui coïncide avec la fin de l'étage lutétien et qui va dans les alentours de 40 millions d'années. En ce qui concerne la disposition des couches de la série phosphatée, donc comme vous voyez dans cette figure qui représente une colonne stratigraphique, les couches de la série phosphatée de Gentour sont toutes à l'horizontale, c'est-à-dire qu'ils ont une structure tabulaire. Ceci témoigne tout simplement de l'absence totale de tout type de déformation tectonique, que ce soit des plis ou même des failles. En plus, la série phosphatée de Gentour se présente sous forme de 3 séquences. La séquence B, qui est en couleur jaunâtre, représente la séquence phosphatée. Les couches qui se trouvent au-dessous de la séquence B, c'est-à-dire qui se sont déposées avant même la séquence phosphatée, vont représenter la séquence pré-phosphatée. Par contre, les couches qui se trouvent au-dessus, c'est-à-dire qui ont été déposées après la séquence phosphatée, vont représenter ce qu'on appelle la séquence post-phosphatée. En ce qui concerne les limites de la série phosphatée, comme vous voyez toujours dans cette colonne stratigraphique, la série phosphatée de Gentour commence par des éléments détritiques qui sont fins et se termine toujours
par des roches carbonatées au sommet. La figure suivante montre tout simplement que la sédimentation des phosphates se caractérise par un dépôt rythmique et bien organisé. Ainsi, on note la présence de couches de marne et de calcaire entre les couches phosphatées qui sont représentées ici en couleur jaunâtre. En ce qui concerne les caractéristiques paléontologiques des couches phosphatées du bassin du Nord. Donc, comme vous savez très bien, les bassins phosphatés sont caractérisés par la présence de plusieurs types de fossiles et surtout des fossiles de vertébrés d'origine marine. Ce type de fossile est appelé fossile de faciès qui se caractérise par une répartition géographique très restreinte et une durée de vie qui est normalement très longue. En plus, ce type de fossile nous renseigne sur les conditions ainsi que sur les milieux de sédimentation. Donc, comme vous voyez dans cette figure, on a par exemple le niveau calcaire qui se caractérise surtout par la présence des moules internes de gastéropodes. Le deuxième niveau, c'est le niveau de silex qui se caractérise par la présence d'éléments fossiles d'échinodermes. Le troisième niveau, c'est le niveau phosphate et marnophosphate qui se caractérise par la présence de fossiles d'origine marine, à l'exemple des dents de requin. Et enfin, le dernier niveau, qui est le niveau détritique, et se caractérise surtout par la présence des fossiles vertébrés d'origine terrestre, à l'exemple des dents de reptiles. Donc, l'analyse de certaines colonnes stratigraphiques ainsi que les résultats d'autres études sur le terrain ont permis de déterminer les caractéristiques stratigraphiques et paléontologiques des roches phosphatées. Parmi ces caractéristiques, on peut citer la forte condensation des séquences phosphatées. Leur épaisseur ne dépasse guère quelques dizaines de mètres dans les différents gisements. L'apparition soudaine des faciès phosphatées ainsi que la durée de sédimentation de ces roches phosphatées est relativement très courte, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas les 20 millions d'années. On peut déduire également que ces bassins sont riches en fossiles d'animaux marins vertébrés, à l'exemple des poissons et reptiles, avec la présence de certains fossiles d'invertébrés. Les roches phosphatées s'alternent de façon rythmique avec d'autres types de roches, à l'exemple du calcaire, les marnes, le silex, et ainsi de suite. Les phosphates sont interstratifiés avec des bancs de calcaire et siliceux. Cela signifie qu'il y avait des changements dans les conditions de sédimentation du phosphate au fil des temps géologiques. En conclusion, on peut dire que toutes les caractéristiques que possèdent les roches sédimentaires permettent de mieux comprendre l'histoire de la sédimentation au niveau d'un milieu donné. La compréhension de cette histoire de sédimentation va nous permettre, bien sûr, de réaliser la carte paléogéographique des bassins phosphatés marocains et qui sera le sujet de notre deuxième partie. Comme vous savez très bien, l'étude comparative des colonnes stratigraphiques des formations phosphatées ainsi que l'étude des faciès des phosphates, c'est-à-dire les caractéristiques pétrographiques et paléontologiques, ont permis de reconstituer l'environnement ancien dans lequel les séries phosphatées se sont formées. Grâce à l'étude des faciès des roches phosphatées, les chercheurs pensent que ces roches se sont formées entre environ moins 65 millions d'années et moins 50 millions d'années dans les bassins marins de faible profondeur, c'est-à-dire dont la profondeur varie entre 50 et 200 mètres. En plus, et puisque les gisements actuels de phosphate se situent en milieu continental, les chercheurs supposent qu'il y a eu une régression de la mer à la fin de l'époque de la sédimentation de ces roches phosphatées. Cette régression a été suivie par une période d'érosion très importante. Enfin, on peut dire que le littoral atlantique à cette époque était tout à fait différent de l'actuel et se trouvait
plus à l'est. L'importance de la période d'érosion qui a suivi la sédimentation des roches phosphatées au nord et la difficulté de déterminer avec précision les limites des bassins de phosphate ont rendu la réalisation de la carte paléogéographique des bassins de sédimentation des phosphates très difficile. Pour cela, deux modèles théoriques ont été proposés pour la reconstitution de la géographie ancienne, c'est-à-dire la carte paléogéographique de ces bassins phosphatés. Le premier modèle théorique proposé pour la reconstitution de la paléogéographie de ces bassins était celui de Bougeot, qui a été proposé en 1976. Selon Bougeot, toujours, les bassins phosphatés étaient sous forme d'un système de golfe en provenance de l'océan Atlantique et qui sont séparés par des terres émergées et en contact avec l'océan Atlantique du côté de l'ouest. Le deuxième modèle théorique, proposé toujours pour la reconstitution de la paléogéographie de ces bassins, est celui de Trapp, qui a été proposé en 1989. Selon Trapp, le centre et l'ouest du Maroc étaient immergés à la suite d'une transgression marine reliée à l'océan Atlantique. Pour la répartition des gisements de phosphate dans ce cas, elle peut être expliquée par la présence de fonds bas qui favorisent le dépôt et la présence d'autres régions qui sont hautes qui ne le favorisent pas. Avant de conclure, je tiens fort à faire un bilan sur le chapitre 1, à savoir qu'au début, on a entamé notre étude par l'observation directe d'un certain nombre de bassins sédimentaires. C'est vrai que cette étude a apporté quelques informations sur ce milieu, mais restait insuffisante pour avoir une idée claire sur l'agent, les conditions et les milieux de sédimentation. Pour cela, les géologues avaient recours à d'autres études encore plus détaillées afin de pouvoir retracer l'histoire géologique d'une région donnée. Parmi ces études, on peut citer l'étude statistique, l'étude morphoscopique des sédiments, l'analyse des figures sédimentaires ainsi que l'étude des caractères des sédiments. Ces études-là avaient comme objectif la détermination des conditions de transport et de sédimentation actuelles. Par la suite, on a essayé ensemble de déterminer les principaux milieux de sédimentation qui ont été subdivisés en 3 domaines, à savoir le domaine continental, et durant lequel on a étudié les milieux fluviatiles, désertiques et lacustres. Le deuxième domaine, c'était le domaine intermédiaire, dont on a étudié les deltas, les estuaires et les lagunes. Et le troisième domaine, c'était le domaine marin, qui présentait également plusieurs zones de sédimentation, à l'exemple de la zone littorale, le plateau continental, la plaine abyssale, les grands fonds, ainsi que le talus continental. Et par l'application du principe de l'actualisme, c'est-à-dire les études des conditions de vie des êtres vivants actuels proches des fossiles, permet de déterminer les conditions de vie de ces derniers et par conséquent de déterminer les conditions de formation des roches qui contiennent ces fossiles. Donc, l'application de ce principe ainsi que les informations apportées par les autres études, à l'exemple de l'étude stratigraphique paléontologique, ont permis la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Et plus exactement, la reconstitution de l'histoire paléogéographique d'un bassin phosphaté, à l'exemple du bassin du Nord. Donc, notre séance prend fin. Je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous dans la séquence prochaine. Merci.